différentes bases. C'est une des difficultés, effectivement, de cette approche. Mais c'est quand même, ça reste quand même très général, des choses qui sont très bien établies. Choisir l'exemple que je viens de vous donner, c'est un exemple en traitement d'image très courant. Hein, lorsque vous représentez une image sur l'écran de l'ordinateur, vous parlez de pixels, vous parlez donc ici de la largeur, vous parlez de la résolution, vous parlez du nombre de pixels, et très souvent, en fait, cette hypothèse est assez courante. La difficulté, la grande difficulté, on va voir tout de suite, c'est le choix de n. Évidemment, on voudrait avoir des images, les résultats qui peuvent être de plus en plus précis. Ça veut dire beaucoup plus de pixels. On parle de 256 pixels, 1024 pixels, 10 mégapixels. Aujourd'hui, les caméras font 10 mégapixels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près, pas 1000 par 1000, mais pas très loin de ça. Donc vous voyez que le nombre des paramètres à estimer, contrairement à la méthode paramétrique de tout à l'heure, c'est extrêmement élevé. Deuxième remarque, ce nombre-là, n, peut être supérieur au nombre des points de mesure que j'ai, n. Et c'est là qui va être une des difficultés, comment trouver les f ici. Donc, à partir de là, je vais tout effacer. On va partir donc de cette équation et on va essayer de voir quelles sont donc les différentes possibilités pour résoudre ce problème-là. Une fois qu'on a résolu, on a donc la solution. Question? Ok, donc je vais effacer ici. Donc si on est d'accord jusque-là, on arrive à l'équation G égale HF plus epsilon. Et à partir de là, je connais H connu, G observé, donc connu. Et l'objectif, c'est de trouver F. On va commencer par des choses très simples. On va faire des hypothèses extrêmement, le cas idéal, mais jamais réalisé. Tout de suite, je vous le dis. Mais bon, rêvons. Epsilon égale 0. Ça veut dire que notre approximation est parfaite. Notre modèle mathématique nous suppose que c'est correct. Pas de bruit. Donc, on a G égale HF. Et M égale N. J'ai choisi N de telle sorte qu'il soit égal à N. Donc, je suis face à un système d'équations linéaires où j'ai M équations, N inconnues, j'ai une relation matricielle. Supposons aussi que la matrice H soit inversible. Tout ça, je vous dis tout de suite que c'est impossible. C'est jamais le cas, mais imaginons. Alors bon, si tout ça c'est réalisé, évidemment la solution c'est H-1G. En MATLAB, vous écrivez 1 de H, multiplié par G, c'est juste une ligne, et vous pouvez imaginer que ce sera fini. Bon, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas, parce que même si H est inversible, là je vous montrerai donc des exemples, que même si H est inversible, il peut être mal conditionné. Alors, mal conditionné, et quelles sont les conséquences? On aura une matrice H-Z qui sera N. Alors, ça va être, effectivement, c'est pas question donc de taille, c'est que des petites erreurs sous G
des petites erreurs sur G, ça va être amplifié et ça donnerait des grandes erreurs sur F. Et cette relation-là, c'est la condition donc, de la matrice H. Et lorsqu'on dit une matrice est mal conditionnée, signifie que le nombre de conditions de la matrice, ça veut dire la valeur propre le plus grande. Non, la valeur propre le plus grande, c'est divisé par la valeur propre la plus petite. Peut-être très grand, supérieur à 10 puissance 3 ou 10 puissance 2. Même 10 puissance 2, vous pouvez le considérer comme étant mal conditionné. Donc, ce qui signifie que si ici le nombre de conditions est très grand, avoir ici une erreur relative de 1%, si vous êtes déjà 100, vous pouvez avoir ici une erreur relative de 100%, ce qui veut dire que c'est absolument inadmissible. Donc, ce cas idéal, on va l'oublier tout de suite. Je vous montrerai donc des exemples, même pour des dimensions très petites, même lorsqu'il n'y a pas donc d'erreur de calcul pour l'inversion d'une matrice, même dans ce cas-là, il peut y avoir des situations où le résultat est inacceptable. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire donc? Alors, H est de très grande dimension. H est mal conditionné. Et inversion de H, même lorsque c'est possible, même lorsque c'est bien conditionné, même lorsque c'est carré, une matrice de dimension n par n, pour l'inverser, il faut n puissance 3 nécessite n puissance 3 multiplication, le coût et juste tout de suite, je vous montre une situation ici. Imaginez que vous avez ici une image de 1024 par 1024. Donc ça fait quoi? Dimension n, c'est quoi? Ça fait 10 puissance 6. N, c'est 10 puissance 6. En 2D. Donc 10 puissance 6 puissance 3, ça fait 10 puissance 18. Et même pour cet exemple-là, en 2D, aujourd'hui, si vous faites inv de H, premièrement, calculer une matrice H nécessiterait une matrice qui est 10 puissance 6 par 10 puissance 6. Il faut avoir suffisamment de mémoire. Et deuxièmement, si vous faites inv de H, vous attendrez bien longtemps, probablement sur votre PC, 1 an ou 6 mois avant que vous puissiez trouver donc, la réponse. Si MATLAB ne vous dit pas dépasser de peu. Alors, on va y revenir. On va y revenir. Donc, ça, alors, le mot Levinson, je ne sais pas, mais on va voir tout à l'heure exactement quelles sont les solutions. Donc, comment faire? Voilà. Alors, on va essayer donc de déjà regarder les situations un petit peu moins réalistes. On va supposer toujours epsilon égale 0. Encore, c'est un cas idéal. Et on va supposer que M, je vous ai dit, ça peut arriver des situations où M est inférieur à M.
avez un système d'équations avec m inconnus, et m observations et n inconnus avec n inférieur à n. Tout de suite, vous allez me dire que ce problème a une infinité de solutions possibles. Vous êtes d'accord? Vous avez un système d'équations avec moins d'observations, moins d'équations que d'inconnus. Donc, une infinité de solutions possibles. Donc, tout de suite, l'unicité n'est pas assurée. Vous avez une infinité de solutions. Vous pouvez les calculer. Mais vous, lorsque vous êtes face à un problème de tomographie comme ça, on ne vous demande pas de me trouver une infinité de solutions. On vous pose la question, quelle est la solution que vous proposez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la solution, c'est le problème a une infinité de solutions. Bon, ben, il faudra que j'en choisisse une. Si je voudrais en proposer, il faudra que j'en choisisse une. Il faut en choisir une. Comment faire? Ben, il faudra que vous disiez, bon, parmi toutes les solutions possibles, ben, moi je vais choisir celle qui a certaines propriétés. Parmi les propriétés, c'est l'énergie. Alors, l'énergie, c'est une notion qui est norme, qui représente donc l'énergie en physique. C'est une propriété qui est très souvent a un sens de dire je vais choisir parmi toutes les solutions possibles la solution qui a la norme la plus faible. Il y en a d'autres. Mais on va d'abord tout de suite, on va essayer donc de regarder est-ce que c'est possible de trouver parmi toutes les solutions possibles la solution qui minimise la norme. Donc mathématiquement, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher la solution qui minimise ceci parmi, sous les contraintes, cette minimisation, je dois la faire dans l'ensemble des solutions possibles. Et l'ensemble des solutions possibles, c'est quoi? C'est l'ensemble des solutions donc mathématiquement, le problème c'est minimiser une fonction sous des contraintes qui sont des contraintes mineures. Rappelez-vous, pour l'instant, nous sommes en train de parler des problèmes inverses linéaires. Bon, ben, ça c'est un problème mathématique que vous avez vu sûrement quelque part. Comment le résoudre? Quelqu'un a une idée? Non? On fait les coefficients. Dans les cours d'optimisation, vous avez vu ça. C'est méthode de Lagrangien. L'idée est pour montrer que si je définis ce qu'on appelle Lagrangien, qui est en fait le critère plus une somme. Alors, ce critère-là qui est ici, je vais l'écrire comme ça. C'est en fait m critères linéaires. Pour chaque critère linéaire, vous définissez, vous introduisez un paramètre qu'on appelle paramètre de Lagrange, lambda i, et ensuite vous faites, vous mettez ici la contrainte. Alors on peut montrer maintenant que
solution à ce problème se trouve au point stationnaire, donc de ce Lagrangien. Et le point stationnaire signifie dérivée de ce Lagrangien par rapport à Fj égale 0 et dérivée de ça par rapport à lambda i égale 0. Ça. Alors, on va poursuivre donc les calculs. Donc, dérivée de ça par rapport à Fj. Alors, cette relation-là, cette partie-là, je vais pouvoir l'écrire aussi sous cette forme. Lambda, c'est un vecteur qui contient donc des lambda i. Et ceci, l'ensemble pour toutes les j possibles, je pourrais l'écrire comme gradient de Lagrangien par rapport à f. Et ici, c'est le gradient de Lagrangien par rapport à vecteur lambda. Ça, c'est pour toutes les fj, ça, c'est pour toutes les lambda i. Je peux le transformer en 2. Le dérivé par rapport à f, ça va faire 2f plus, ici, vous allez avoir lambda transpose h, et c'est tout. Vous mettez égal à 0. Et ici, dérivé par rapport à lambda, c'est hf égale g. hf moins g égale 0. Donc vous devez résoudre donc, ces deux équations-là. À partir de première équation, vous avez f égale moins 1 demi-2. Alors, c'est h transpose lambda ou lambda transpose h. Si je pense que je vais pouvoir l'écrire comme ça. Ici, il fallait mettre un transpose. Oui. Et je remplace ça dans cette équation-là. Je vais trouver moins 1 demi de h transpose lambda. Je vais trouver, je vais écrire. Donc ça, c'est f. Ici, je dois mettre h. Et donc, moins g égale 0. Et donc, j'aurai h transpose lambda égale 2g. Et donc, lambda égale 2 fois h. Alors, je suppose que h transpose est inversible. Je remplace maintenant là-dedans. J'obtiens finalement la solution qui est 1 demi et 2 s'en va. Comment? Et donc le résultat, alors il n'y a pas un signe quelque part qui est lequel je me suis trompé, non? Non, c'est bon, effectivement, il y avait un moins ici que j'ai oublié, donc c'est moins. Moins et moins s'en va, 2 et 1 demi s'en va. Donc ça va faire h transpose h. Donc h transpose. H transpose. Moins 1.
commentaires? Alors évidemment, j'ai supposé que H transpose est inversible. Donc si H transpose alors, ces deux équations-là, on va pouvoir l'écrire aussi différemment. Est-ce que... Je vais noter ça quelque part. Est-ce que ces deux équations-là, je vais pouvoir l'écrire comme ça aussi? Vérifier que ces deux équations-là peuvent être écrites sous une forme dans cette équation. Vous avez HF sur la deuxième ligne égale G. Et sur la première ligne, vous avez donc H transpose lambda plus I égale 0. Donc, en fait, vous voyez que vous aviez l'équation G égale HF, vous avez transformé à, on appelle ça une sorte de symétrisation, introduction des variables auxiliaires. Lambda est considéré comme des variables auxiliaires. Vous êtes d'accord que ces deux équations-là, l'équation numéro 1, l'équation numéro 2 s'écrit H, où c'est G égale HF, HF égale G, HF égale G. Et l'équation qui est ici, c'est H transpose lambda égale F. Alors, il y a le coefficient 2, mais ça aurait été peut-être plus simple ici de mettre un demi pour enlever, mais ça n'a pas d'importance, donc le résultat. Alors, les lambdas, donc cette écriture, ça nous permet de faire une interprétation. Les lambdas, on peut les appeler des variables cachées, on peut les appeler des variables auxiliaires, ou on les appelle des variables cachées, ou on les appelle paramètres de Lagrange, ou variables de Lagrange. Bon, très bien. Maintenant, vous pouvez peut-être poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions possibles? D'autres propriétés possibles? Oui, en physique, vous avez évidemment la notion de l'énergie, la norme en algèbre, mais il y en a d'autres propriétés qui pourraient être intéressantes à prendre en compte, et en particulier, par exemple, l'entropie. L'entropie, c'est quelque chose qui intervient en thermodynamique, mais aussi en théorie de l'information. Par exemple, alors cette fonction-là, je vais l'appeler oméga de R. Autre choix possible pour donc on a choisi oméga de R égale F, ça veut dire la somme de Fj carré. Je vous propose une deuxième expression pour R qui peut être possible. Alors, avant d'écrire, qu'est-ce qu'il faut comme propriété pour oméga de F?
pour que ce point stationnaire, pour que ce problème ait une solution unique, il faut quand même les conditions sur oméga 2. En particulier, si oméga de f, c'est une fonction qui est convexe, puisque les contraintes sont linéaires, minimiser un critère convexe sous des contraintes linéaires, si la solution existe, est unique. Si la solution existe, est unique. S'il n'existe pas, bon, il n'existe pas. Donc, c'est important que la fonction oméga de r soit une fonction convexe. Et donc, vous pouvez choisir, en fait, n'importe quelle autre fonction qui soit convexe. Entre autres, la norme L1, ou la norme alpha, bon, je vais noter comme ça veut dire tout simplement la somme de fj puissance alpha. Alors, avec alpha entre 0 et 2, entre 1 et 2, strictement supérieur à 1, mais ça peut être aussi égal à 2. Mais évidemment, égal à 2, on retrouve le cas précédent. Alors ça, on appelle la norme L2. On appelle la norme L alpha. Mais il y en a d'autres fonctions possibles. Parmi les plus connues, c'est l'entropie. Mais ceci est valable seulement pour les cas où les fj c'est entre 0 et 1. Parce que le logarithme de 0 n'est pas défini, c'est moins infini. Et la fonction est convexe, effectivement, lorsque fj c'est entre 0 et 1. Vous pouvez dessiner donc ces fonctions-là. F2, c'est ça. Pour alpha égale 1, vous trouverez ça. Et pour alpha entre 1 et 2. Alors pour alpha égale 1, vous voyez que le critère est convexe, mais il y a une discontinuité. Et pour alpha entre 1 et 2, vous avez ça. Donc ici, alpha égale 2. Ici, alpha égale 1. Ici, alpha entre 1 et 2. Et la fonction qui est ici, c'est une fonction qui est comme ça. Après, ça continue, mais nous, ça nous intéresse jusqu'à 1. Et effectivement, c'est une fonction convexe dans l'intervalle 0. Après, ça va faire ça. Oui. Je n'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'oméga va être convexe. Alors, pourquoi oméga soit convexe? Ici, parce qu'on était en train d'essayer de choisir parmi une infinité de solutions possibles une solution. Donc il faut que je choisisse le critère de telle sorte que s'il y a une solution qui soit unique. C'est pour respecter la condition d'unicité. Et pour respecter la condition d'unicité, mathématiquement, si vous aviez suivi donc des cours d'optimisation, si le critère ici est convexe, et si les contraintes sont linéaires, la solution à ce problème, lorsque ça existe, est unique. Donc, propriété de convexité est nécessaire pour définir la solution, une solution unique. Parce que c'était l'objectif. L'objectif, c'était de trouver, choisir parmi toutes les solutions possibles, une solution. Alors, pourquoi j'insiste aussi lorsque la solution existe? Parce que lorsqu'on écrit ici qu'il faut que ce système d'équations ait réellement une infinité de solutions possibles. Ça veut dire que le système soit consistant. Et dans ce cas, effectivement, il faut en choisir une. Pour en choisir une, il faut que le critère soit convexe.
Alors, il y en a plein d'autres choix possibles, mais parmi les trois, le plus important, c'est ça. Et donc ça, on appelle l'entropie. On reviendra sur cette notion de l'entropie dans d'autres contextes. Alors, malheureusement, tout le développement que je viens de faire ici, pour arriver à une solution que j'ai effacée, que je vais le réécrire, la solution c'était H transpose moins 1G. Ce n'est possible que pour le cas L2. Si vous choisissez autre chose, le L alpha ou bien l'entropie, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout et trouver une solution explicite, analytique au problème. Pourquoi? Mais le pourquoi c'est très simple. Si ici le critère c'est autre chose que quadratique, lorsque vous allez dériver, l'équation qui est ici va être une équation qui est non linéaire. Vous ne pouvez calculer la solution que numériquement. En fait, vous pouvez poursuivre l'ensemble de démarches, mais sauf que ici, vous allez être coincé. Mais il faudra que vous résolviez donc cette équation-là de manière non linéaire. En fait, ces deux ensembles d'équations, ça devient un ensemble d'équations non linéaires. Une partie, en tout cas, c'est non linéaire. Cette partie-là est linéaire, cette partie-là est non linéaire. Et donc, il faudra que vous résolviez, vous trouviez des techniques pour calculer la solution d'un système d'équations non linéaires. Il existe aussi différentes techniques, méthode de Newton, méthode de Newton-Raphson, etc., pour trouver des solutions.